Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonis Mundi. Aujourd'hui, nous allons parler du XVIIIe siècle et plus précisément de la période classique dans son sens musicologique. Qu'est-ce qu'il s'est passé au XVIIIe siècle? On va recontextualiser un petit peu la musique dont on va parler ensuite. Donc le XVIIIe siècle est un siècle français, culturellement parlant. Si le XIXe est allemand, le XVIIIe c'est nous, les Français, que bien évidemment on connaît tous le terme de siècle des Lumières pour désigner ce XVIIIe siècle en France, qui de fait va rayonner sur l'Europe, voire sur le monde, parce qu'on va le voir après, ça a une petite influence, pas si petite que ça, sur les États-Unis, qui par exemple auront leur guerre d'indépendance dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour certains, le début de ce mouvement philosophique français, c'est la seconde révolution anglaise, si je me trompe pas, en 1688. Pour nous, en bon franchouillard, on va considérer que ça commence à la mort du roi Louis XIV en 1715. Pour ce qui est de la fin, on va la mettre là où il y a en gros l'aboutissement de la philosophie des Lumières, la prise de la Bastille en 1789. Pour ce qui est du reste, dans ce siècle, ça a été assez compliqué au début du siècle. Il faisait très froid, hein, c'était la galère. Beaucoup de morts de bétail, beaucoup de morts de gens, pas mal de maladies aussi. Mais pour rester dans le contexte, c'est surtout les guerres de succession d'Espagne au début du siècle. Le moment d'apogée du commerce triangulaire, c'est pendant ce XVIIIe siècle. C'est également la période des peintres, par exemple Jacques-Louis David et John Constable, qui sont donc deux peintres éminents du XVIIIe siècle. Et pour ce qui est de la littérature, pour ne citer que eux, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, le Marquis de Sade, tout ça, quoi. Ça, c'est le XVIIIe siècle. Voilà pour ce qui est du contexte. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la musique. Avant même de la délimiter, on va essayer de définir le terme de musique classique. À quoi renvoie-t-il? Le terme de musique classique, ça renvoie à la période et au style des trois grands compositeurs viennois. Donc au début c'est Haydn, 1732-1809, puis Mozart, 1756-1791, c'est lui qui est mort à 35 ans, c'est comme un couillon. Et le dernier donc c'est Ludwig van Beethoven, né en 1770 et mort en 1827. Mais oui, météo, ça déborde. Alors oui, ça déborde, évidemment. C'est pas rangé, pas par siècle, hein, la musique, on l'avait déjà vu, évidemment. Ça, c'est logique, quoi. Ça va commencer, donc, la musique classique. Là, on va pouvoir rentrer dans les limites de cette période classique, et ce à quoi elle renvoie. Déjà, en fait, vers les années 1730, émerge un style appelé le style galant. Donc ça correspond à la musique française, mais c'est un style qui va s'opposer au style en vigueur à cette période-là. Donc évidemment, Jean-Sébastien Bach, pour ne citer que lui, et donc ce style contrapuntique, on y reviendra, mais c'est un style très complexe et très intellectuel. Par opposition, le style galant va aller rechercher plus une simplicité et une sobriété, avec des mélodies uniques. Donc c'est là aussi que je reprends le fait que l'on puisse trouver des mélodies magnifiques, à l'occasion de découvrir de très belles mélodies, dans la vidéo soit qui va sortir, soit qui est déjà sortie, voilà, où quelqu'un m'avait dit la musique classique c'était l'occasion de découvrir des mélodies magnifiques. Donc là, encore plus, pour ce qui est de la période classique, c'est le siècle de la mélodie. C'est bizarre à dire comme ça, parce que c'est très faux, mais on va le résumer comme ça. Et c'est comme ça donc que le siècle va évoluer jusqu'à l'émergence, on va dire, vraiment du romantisme, qui va s'y opposer. Je ne vais pas du tout définir le romantisme, on le fera une autre fois, hein, évidemment, mais plus ou moins, donc voilà, on va le délimiter, entre 1730 et 1830, en resserrant un peu, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup bougé, c'est presque une période de transition en fait entre baroque et romantique, le classicisme, et pourtant on lui donne ce nom de classique. Dans le même sens qu'on dit c'est un classique, c'est quelque chose de standard. Et donc je vais me permettre de reprendre ça, parce que là c'est une citation, donc dans un bouquin, je mettrai la ref dans la description. Donc il dit le terme classique renvoie à une notion de modèle, vérité, beauté, mesure, harmonie et simplicité. Il s'agit d'équilibre entre sentiment et raison, entre forme et contenu. Donc voilà, c'est conceptuel. Donc il y a évidemment des œuvres classiques à toutes les périodes. Un classique, c'est ce qui va s'inscrire dans des règles correctement. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on dit que parfois la musique classique est un petit peu plan-plan, parce que c'est très scolaire en fait comme musique. Et donc en fait, pour revenir sur ce style galant, parce que c'est ce qui va nous permettre de rebondir ensuite, c'est en tant qu'apparition de la mélodie, en fait, il y a des parties, pour ne citer que ça, il y a beaucoup d'autres choses hein, évidemment, mais on va se concentrer là-dessus, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez important. Il y a des parties d'opéra, donc qui vont se développer de façon indépendante, et des œuvres qui à la base étaient insérées dans d'autres objets musicaux plus importants qui vont se développer de façon indépendante. Comme par exemple, on va parler des préludes de Chopin. C'est pas classique du tout, attention, c'est juste un exemple. On parle des préludes de Chopin. À la base, un prélude, c'est quelque chose qui précède le jeu. Lude, c'est laudare en latin, c'est le jeu. Le prélude, c'est quelque chose d'avant le jeu. Et on a fait des pièces uniques, un prélude. Et c'est exactement ce qui va se passer pour des formes musicales comme la sonate ou la symphonie, qui seront un symbole très très fort de la période classique. Et il y a un développement, j'aime pas le dire, hein, mais là c'est fort,
un développement presque organique et logique au cours du XVIIIe siècle, et surtout au cours de la période classique, qui va faire évoluer le contexte musical, qui va faire évoluer la vie musicale de l'époque. Je m'explique. Comme on l'a dit avant, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. C'est un siècle intellectuel qui va s'affranchir de l'influence de la couronne et de l'influence de l'Église, et permettre des pensées indépendantes. Ces pensées indépendantes vont mener à l'abandon, un petit peu en termes d'importance dans l'imaginaire collectif, justement des cours royales, des salons de noblesse, et de la vie religieuse. Donc on est toujours religieux, mais ça a beaucoup moins d'impact sur la vie quotidienne. C'est d'ailleurs pour ça, après la Révolution française, qu'il n'y a plus droit, et que c'est compliqué quand t'étais dans le clergé. En sachant que la Révolution française, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'aboutissement de cette philosophie en France. Sauf que justement, cette pensée qui vise à abandonner les cours royales et l'Église va de fait donner lieu naissance à de nouvelles pratiques musicales publiques. Et c'est là que tout se joue en fait, c'est public. C'est-à-dire qu'il va y avoir des salles de spectacle, des salles de concert qui vont être là. Il y avait déjà un petit peu, mais c'est vraiment rien à voir par rapport au XVIIIe siècle. Et donc ça va se développer avec la possibilité pour les musiciens et pour les interprètes de jouer de la musique devant un public qui va venir payer. Il ne s'agit là pas d'un opéra par exemple que l'on va jouer ou donner au mariage du duc de machin, ou de n'importe quelle pièce qu'on aura composée pour tel roi pour lui avoir fait un cadeau, blablabla. Blablabla. En plus de ça, ce qui va renforcer l'apparition des salles de concert, c'est la volonté d'indépendance des musiciens. Et justement, s'il n'y a plus de rois pour les payer et plus d'églises pour les payer, bah évidemment ils deviennent indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont gagner eux-mêmes leur propre musique grâce à des concerts, mais pas seulement, grâce également à la vente de partitions. Donc l'édition musicale, c'est un bordel sans nom, on peut faire une vidéo de 1 an si je pense dessus. Donc on va juste se contenter de ce que je viens de dire en fait, voilà. C'est un énorme développement, un énorme essor de l'édition musicale. Donc l'édition musicale, c'est juste on fait de la musique, on en fait des bouquins avec des partitions dedans. On fait des partitions, voilà ça, et on les vend. Donc il y avait beaucoup de fausses partitions, machin blabla, on reviendra dessus à l'occasion. Ce développement-là va donc aussi renforcer la notion d'interprète musical, donc quelqu'un qui va gagner de l'argent en jouant la musique d'autres compositeurs dans une salle de spectacle devant un public. Ça change vraiment tout par rapport à avant. On n'est pas invité à un événement, on n'est pas embauché par quelqu'un pour jouer de la musique de façon quotidienne. On ne sert pas une liturgie. On le fait toujours, hein. Ça n'a pas disparu, mais c'est beaucoup moins présent. Haydn, donc le premier des 3 compositeurs que j'ai énoncé au début, donc les 3 de la première école de Vienne, est justement un des premiers à vouloir renforcer une indépendance. Et symboliquement, on cite souvent Mozart comme compositeur qui a pris sa grande indépendance. Voilà. Sauf que Mozart, lui, il va mourir tout seul, tout pauvre, et à 35 ans, hein, voilà. Mais la volonté est là, ça apparaît vraiment là, et c'est ce qui par la suite va donner la naissance, par exemple le 19e siècle, de la figure de ces superstars musicales, la virtuosité. Il y a l'aspect démonstratif, il y a l'aspect on donne devant un public. Au 18e siècle, il y a la notion de notoriété qui va apparaître, et donc s'il y a notoriété, s'il y a public, s'il y a argent, salle de concert, édition musicale, donc presse, s'il y a d'édition musicale, ça veut dire qu'on sait faire, donc il y a de la presse évidemment au 18e siècle, il y a des journaux. Mais il y a surtout de la critique musicale, la critique d'interprète, la critique d'œuvre, il y a tout ça, et on va commencer à discuter. Et là, c'est les tout premiers pas en fait, pour moi, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, donc attention. C'est les tout premiers pas de la musicologie. On va commencer à parler de la musique, et on va également commencer à jouer de la musique ancienne, si tu veux. C'est encore rien du tout si tu veux, mais Mozart, il a appris beaucoup de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Ils sont proches, hein, les deux, on dirait pas, mais ils se sont croisés vraiment pas beaucoup, tu vois. Donc pour reprendre, on a la fin de l'importance des cours et des églises. On a donc l'augmentation de l'importance des salles de concert, avec un public qui va payer. Donc, de fait, notoriété des musiciens, une notoriété des compositeurs, qui vont devenir plus indépendants vis-à-vis des organismes qui pouvaient les payer avant. Maintenant, ils sont capables de gagner leur propre argent. Non pas que on a inventé la salle de concert, pas du tout, mais c'est juste que le fait que cette pratique de la salle de concert se soit diffusée de façon beaucoup plus ample qu'auparavant, ça va leur permettre de gagner leur propre pain. C'est la situation qui est faite comme ça, personne n'a rien forcé, si tu veux. En plus de ça, donc édition musicale, évidemment, là on fait de la thune, il y a tout un business en fait, il y a un business de la musique vraiment qui apparaît parce qu'il y a du public, il y a du grand public. Pour terminer, je vais citer une phrase de Beethoven que je trouve vraiment incroyable. Voilà, donc Beethoven, de sa volonté d'indépendance, écrira au prince Karl Lichnowsky: « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a eu, et il y en aura des milliers. Il n'y a qu'un seul, Beethoven. » Merci à tous, et à très bientôt sur Harmonices Mundi.